truc très intéressant avec le streaming audio, c'est qu'on n'est pas captif, c'est-à-dire qu'on s'intègre à la vie des gens. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'est pas en train de voler du temps aux gens, on est là pour enrichir ces moments de commute, de sport, de détente. Et du coup, c'est une nécessité d'être disponible sur le maximum de plateformes, justement pour s'intégrer à ces moments de vie. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos studios Aurélien Hérault. Aurélien, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je t'en prie. Aurélien, tu es le Chief Innovation Officer de Deezer, oui. Plateforme de streaming musical, comme on le dit, qu'on connaît bien, société française. Donc je suis ravi de t'avoir parce qu'il y a plein de choses à dire sur Deezer. Alors tu es Chief Innovation Officer, mais ça couvre de nombreuses choses. On va peut-être commencer un peu par la carte d'identité, qu'on puisse un peu voir tout ce que tu fais et tes sujets de prédilection chez Deezer. Alors donc en regardant ton profil LinkedIn, déjà la première chose qui m'a surpris, marqué, ça fait 16 ans que tu es chez Deezer. Donc déjà 16 ans, voilà, Deezer n'est plus peut-être une start-up. On a l'impression que ça fait quelques années, ces sociétés. Ça fait déjà donc 16 ans que ça existe. Toi, tu y es depuis le début de l'aventure, ce qui est plutôt, je me notais un record quand même dans des boîtes tech. Comment tu expliques que tu es passé 16 ans chez Deezer? J'imagine que tu as eu plein d'autres opportunités dans la vie, tes profils est plutôt demandé. Pourquoi 16 ans? C'est une très bonne question, comme je te le partageais juste avant. Je pensais que c'était une question facile, en fait, de formaliser un petit peu pourquoi 16 ans, on se réveille pas, je pense, un matin en se disant je vais faire une longue carrière dans un service de streaming, dans une boîte tech. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a un facteur déjà qui nous échappe, c'est j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aussi donné ma chance, qui m'ont aidé à me développer, à des projets auxquels j'ai continué, et puis de fil en aiguille, on commence à compter les années, donc il y a déjà des facteurs qui nous échappent. Il y a un facteur personnel, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien se projeter, qui aime bien s'engager, qui aime bien, voilà. Et t'as toujours eu cette visibilité sur le fait de rester, que ça évoluait chez Deezer, parce que t'es évidemment pas entré en tant que Chief Innovation Officer. Non, je sais pas combien vous étiez quand... On était 3, 4, il y avait les deux fondateurs, il y avait des stagiaires, et puis j'ai commencé d'abord en freelance, et puis après je suis revenu en CDI. J'ai fêté mes 16 ans hier. C'est des choses qu'on prévoit pas, j'ai envie de dire. Après, on a eu beaucoup de chance, on a travaillé assidûment. C'est une entreprise qui s'est développée, qui a grandi, et puis c'est passionnant de pouvoir accompagner un projet de cette envergure-là. Ouais, il y en a pas tant que ça. C'est quand même à envergure mondiale, ambition mondiale derrière. Exactement. Et puis, je pense qu'il y a un facteur aussi de passion. En fait, je suis passionné de code depuis. Je n'ai pas de date, mais depuis toujours, j'ai envie de dire, passionné de musique, parce que ça va avec. Quand on code, on écoute beaucoup de musique, et en fait, de mêler ces deux passions fait qu'on se réveille un jour et on se dit, ça fait déjà 10 ans, ça fait 11 ans, ça fait 12 ans. Sans lassitude, sans envie d'aller faire autre chose, t'as toujours cette motivation, oui. Le challenge après 16 ans. Oui, bien sûr, et en plus, c'est des challenges qui se renouvellent. Oui. Parce que quand on en termine un, on va évoquer, il y en a un nouveau qui arrive, on se dit qu'on a tout vu. C'est pas un long fleuve tranquille. Non. Tech, Et puis finalement, on recommence. C'est un perpétuel recommencement. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on met derrière Chief Innovation Officer? C'est quoi ton périmètre, quelle équipe
C'est le taille d'équipe, quel type de profil tu gères? Alors, Chief Innovation Officer, c'est une mission relativement récente. J'étais Chief Data and Research Officer juste avant. C'est une des équipes que j'ai montées le plus tôt chez Deezer, il y a 11 ans maintenant, l'équipe R&D. Donc il y a une grosse composante de recherche scientifique, j'ai envie de dire, pour développer le service musical, parce qu'il y a tout le domaine de la data, tout le domaine de l'audio à explorer. Donc on a monté une équipe de recherche spécialisée là-dedans, donc je suis en charge de ça. Il y a toute la partie data science qui est finalement la mise en industrialisation de tous ces savoirs et de toutes ces connaissances. Donc c'est des équipes qui sont très liées et très proches. C'est ce qui nous permet de développer des features comme Flow, comme la recommandation, la personnalisation. C'est comment on va toujours plus loin pour connaître les goûts, connaître la musique, connaître notre relation à la musique. Donc c'est tout ce périmètre-là, donc tout le périmètre scientifique. Et dernièrement, c'est la partie expérimentation, New Verticals, où on a lancé très dernièrement Zen by Deezer, donc toute une nouvelle app sur le bien-être. Donc c'est la création de nouvelles expériences. T'as pas dans ton périmètre la tech en tant que tel, le produit. On fait de la tech, une partie de la tech, mais qui est très spécialisée, très compartimentée aujourd'hui. Au service de ce que tu viens au service du produit, au service du business. On fait de la data science pour le produit, on fait de la data science pour le business. Donc on va mettre en application un savoir scientifique pour un produit, une expérience, du business, etc. Ok, très clair. Quelle équipe tu gères? C'est combien de personnes? C'est une 50aine de personnes aujourd'hui, qui est divisée en plusieurs équipes. Donc l'équipe recherche, l'équipe data science, l'équipe labs qui va prototyper, l'équipe new verticals et new tech services. Donc c'est vraiment assez large, mais c'est très orienté tech et data science. Et tout le monde est en France? Oui, tout le monde est en France, oui. Sur tes équipes. Il y a combien de personnes chez Deezer, à peu près, globalement? C'est 600 personnes, avec une majorité en France, mais aussi, à Londres, à Berlin, à Sao Paulo, aux US. Bref, ouais, là où vous avez des gros marchés. Alors après, je le dis, cet épisode n'est pas sur le business de Deezer, puisque c'est pas vraiment ton périmètre, c'est vraiment plus parler d'innovation techno et voilà, ce qui font partie un peu de ton périmètre. Quand même quelques ordres de grandeur sur Deezer, le trafic, combien il y a d'utilisateurs abonnés et gratuits, juste pour avoir des ordres de grandeur sans refaire toute l'histoire, qu'on puisse voir. Tu parles quand même, il y a 600 personnes, donc c'est pour certains on pourrait imaginer que Deezer c'est compliqué ou c'est mourant, je provoque un peu, hein, ouais. Mais non, c'est 600 personnes, c'est quand même international. Il y a combien d'abonnés à peu près en ordre de grandeur? 9 millions 6 d'abonnés, avec une majorité en France, des partenaires B2B, c'est ce qui fait partie de votre histoire, Orange notamment. Ce qui a permis beaucoup la démocratisation du streaming, parce que on pourra peut-être y revenir après, mais on a été pionnier sur cette partie, et Orange a été un partenaire ils ont eu une creux là-dessus. Je crois qu'ils avaient investi d'ailleurs dans Orange. Oui. Après, ils avaient Wormy, on a fait un deal, ils ont investi, ils ont cru en nous, et ça a permis de démocratiser le streaming. Donc c'est 9 millions 6, je crois, d'abonnés. Il y a plusieurs millions de gratuits, et c'est des milliards de streams par mois. D'accord. Donc c'est quand même et donc pour revenir toi à ton périmètre, ça fait de la data, ça génère quand même pas mal de data. C'est énormément de data. C'est des beaux challenges, à la fois techniques, à la fois scientifiques. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a aussi une culture de partage de cette data avec des universités, des laboratoires de recherche. Ouais, ça m'intéresse. Je savais pas. Donc, vous êtes hébergé sur quelle plateforme? Aujourd'hui, essentiellement GCP. On a en propre Google, une premise
pas mal de serveurs encore qui sont gérés par Eguan Studio, un des partenaires historiques de Deezer pour la partie hébergement et infrastructure, et une partie GCP pour toute la partie pour streaming, surtout pour la partie data, parce que c'est énormément de data, et voilà, c'est assez récent la migration sur Google. Ça doit être un beau chantier aussi, ça. C'est quasiment 2 ans de migration. Ouais. Donc que ça ne fasse peur à personne, ça prend du temps. Ouais, voilà, il faut juste normal. bien poser le truc, mais ça prend du temps, c'est normal, même quand et de toute façon, vous êtes accompagné là-dessus. Je finis la petite carte d'identité sur le modèle économique de Deezer, même si encore une fois, je le dis, c'est pas un focus de cet épisode, mais le modèle, il est 100% abonnement. Est-ce qu'il y a d'autres lignes de revenus que l'abonnement payant à Deezer? Alors, c'est essentiellement l'abonnement. À travers du B2C ou du B2B, mais c'est essentiellement de l'abonnement. Il y a quand même un modèle gratuit qui est là pour de l'acquisition, comme j'ai envie de dire, comme beaucoup de modèles à abonnement qui aussi cohabitent un modèle gratuit. Dernièrement, on a aussi ouvert notre technologie à des partenaires B2B, la création de New Tech Services, où finalement toutes les technologies de pointe qu'on développe chez Deezer et qu'on utilise dans notre propre produit, on a commencé à les licencier à l'externe. Comme quel type des briques Oui, de nos IA, typiquement, de classification, nos IA de synchronisation automatique de l'IAX, nos IA de séparation de sources musicales. Il y en a une partie en open source et des modèles un peu plus avancés que vous avez sacisé. Exactement. Parce que c'était des points où on voyait pas mal de valeur, où on a beaucoup investi et on a vu aussi que l'industrie avait ses besoins. Et alors j'ai toujours cette question parce que quand tu Mediarama, on parle beaucoup de médias et donc la diversification, et une des voies souvent c'est de se dire je vais licencier ma technologie. Alors je fais juste petit aparté, j'ai dit saciser, ce terme est horrible pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire, c'est un néologisme du mot SaaS, un business sous abonnement. Software as a service. As a service, exactement. Donc vous avez, on paye un abonnement pour accéder à une technologie qu'on n'installe pas chez soi. C'est comme Google Apps ou de toute façon Deezer est un SaaS quelque part. Oui. Pour les particuliers. Tout à fait. C'était la petite digression et je reviens, donc je disais la diversification pour les médias, on dit souvent la tech c'est une des voies, c'est compliqué parce que c'est un business quand même de vendre. Ça marche ou quand je dis ça marche, c'est rentable, vous avez recruté des équipes qui commercialisent ça ou c'est un effet d'aubaine si quelqu'un vous Non, c'est très récent parce que on a ouvert, j'ai envie de dire, en novembre l'année dernière. On a eu une phase d'apprentissage aussi, d'aller identifier les besoins des marchés, etc. On en reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi l'effet IA, IA générative, etc., qui nous a aussi pas mal aidé parce que c'est une expertise qu'on a depuis quelques années, donc on a pu en parler et s'accaparer le sujet. Donc oui, ça prend du temps, comme tout business, il faut un peu de temps pour que ça démarre, mais il y a une grande appétence et beaucoup de besoins. D'accord. Donc c'est très rassurant. Ouais, c'est clairement. Et c'est vrai que c'est toujours bien de se dire quand on a fait des super choses qui peuvent servir à d'autres, ça peut être un moyen quand même de diversifier ses revenus, même si c'est un métier. On va parler de différenciation des grandes plateformes. Quels sont chez Deezer les axes de développement pour se différencier de la concurrence Spotify, Apple, Google Music, etc. Est-ce que, et peut-être par le prisme de la tech évidemment, ou de l'innovation, parce que après il y a les catalogues, mais c'est pas ce qui nous intéresse là aujourd'hui. C'est quoi vos grands axes de développement? Déjà, pour se différencier. Oui, déjà, on a investi très tôt dans la recommandation et la personnalisation. Je sais que nos concurrents, on fait beaucoup de promotions autour de ça et on en fait une USP assez forte, mais c'est vrai qu'on était dans les premiers aussi à investir dans Flow, les smart radios, etc. Où on s'est vite rendu compte avec Daniel et les équipes au début que la mise à disposition d'un catalogue met l'utilisateur dans une situation qui était assez unique. Je veux écouter de la musique, mais je ne sais pas quoi. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque on allait chercher les CD ou les MP3, exactement, et tout ce processus se passait avant, et on s'est vite rendu compte que sur la plateforme, une des plaintes des utilisateurs, c'est de dire c'est sympa d'avoir un catalogue, mais on
sait pas quoi écouter. Donc il y a eu l'axe d'éditorialisation au départ, puis l'avènement de la big data et de la personnalisation, où on a très tôt investi. Donc ça a été un des facteurs de différenciation dès le début. En 2014, on a fait l'acquisition de Stitcher et on a fait le pari du podcast très tôt, en fait, même avant beaucoup d'autres. Donc ça a été un des axes, c'est de se dire, en fait, on écoute de la musique, mais on a peut-être envie d'écouter d'autres choses. Donc il y a les podcasts, les audiobooks. Donc ça a été des paris passé, qu'on continue de développer plus ou moins, mais on continue en tout cas dans la personnalisation, la recommandation. Et dernièrement, c'est d'offrir une expérience complète, plus loin qu'un simple accès à la musique. On a lancé les blind tests, par exemple, dernièrement, comment on joue avec la musique. Ah, ça c'est vraiment bien. Je sais pas si c'est les blind tests, j'adore en faire avec des potes, plein de soirées on se fait des blind tests. Voilà, c'est ce genre de features qui sont là pour enrichir l'expérience d'un utilisateur, et on passe d'un outil à quelque chose qui va nous faire passer des bons moments. Ça va être la mise en place de vente de concerts, le live stream, etc. Donc c'est vraiment de passer d'un statut d'outil à un statut de plateforme d'expérience autour de la musique. D'accord. Et ça, c'est assez important, comme c'est pas un pivot, mais c'est un changement majeur dans la perception, quoi. C'est bien sûr. Les live streams, la vente de billets, ça c'est déjà des choses qui sont en place ou des choses qui vont arriver. Oui, non, la mise en place, ça a été déployé très dernièrement pour les concerts. Le live stream, on en a fait plusieurs, notamment avec des grands artistes comme Jul, où on a offert certains accès à des concerts qui étaient où il n'y avait plus de billets en sold vente, out physique, où finalement on se rend compte que les utilisateurs sont très contents de pouvoir y accéder, même si c'est virtuel. Mais c'était en live, hein. C'est pas un concert dont vous avez les droits et que vous retransmettez plus tard. C'était en live. Non, ça c'était en live. Ouais. Donc c'est le genre d'expérience qu'on teste, qu'on développe, qu'on affine aussi avec notre façon de faire, test and learn. Ouais. Donc vraiment de tester des choses, prendre les feedbacks et améliorer pour apporter la meilleure expérience aux utilisateurs. En parlant d'expérience, pour moi j'avais noté, alors ça revient quelques années en arrière, mais que historiquement Deezer était basé sur le navigateur uniquement, il n'y avait pas d'app. Et je me souviens que ça avait été un des choix, moi, qui m'avait envoyé vers Spotify. J'aimais bien le côté app. Alors après, c'est très dur de changer. Hein. Une fois qu'on a ses habitudes, etc. Et je pense que vous avez changé depuis. Est-ce que tu saurais revenir sur ce choix? Est-ce que c'était quelque chose de fondateur chez vous? Alors oui, il y a une chose qu'on a toujours voulu, c'est d'être accessible. Et être accessible, c'est de pouvoir aller chez un ami, de pouvoir accéder à son compte, de pouvoir mettre de la musique. Et c'est vrai que le navigateur c'était un challenge technique, hein, parce que j'ai envie de dire à l'époque, si on revient en 2007-2008, faire des apps, c'était beaucoup plus facile que faire des web apps. Ouais, carrément, parce que le protocole internet était pas aussi puissant, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il y avait pas toutes ces fonctionnalités riches, simples d'implémentation, audio, vidéo, exactement. etc. Donc il y a eu tout un challenge technique qui nous, en tant que techniciens et passionnés de tech, nous a passionnés. Et en plus, il y a ce côté accessibilité qui était unique. Et il y a, à contrario, il y a des gens qui choisissaient Deezer parce qu'ils pouvaient l'écouter au travail. Et ça, c'était nouveau d'écouter de la musique sur son lieu de travail, parce que les PC étaient loqués. Oui, tu peux pas installer des apps. Exactement. Et Deezer offrait cette opportunité de pouvoir accompagner les gens à la fois chez eux, dans leur moment personnel, mais aussi sur leur milieu professionnel. Et donc, c'est un des choix qui nous a confortés sur le Waybase. Ça nous a quand même... on a quand même développé une app ensuite, et on a très vite pris le tournant du mobile. Ça, si on revient historiquement, on a été les premiers à faire un pari sur le mobile. Ouais, et ça c'est important parce qu'aujourd'hui, je sais pas combien ça représente, je sais pas si t'as les chiffres, mais... il y a eu un shift dans les années, j'ai envie de dire 2010-2011, où c'est vraiment passé mobile first. Ouais. Les fameux mobile first, et ça doit être bien plus de 70% du trafic, voire 80%, ouais. Et t'as le split app ou web-based justement aujourd'hui. Est-ce que historiquement vous êtes encore
écoutez beaucoup via sur les navigateurs ou c'est maintenant les gens ont switché, c'est sur les apps? Bah, comme je le disais, c'est essentiellement mobile. Après, la question reste valable sur mobile, j'imagine. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une complémentarité d'usage. On n'est plus sur j'écoute que sur ordi, j'écoute que sur mobile. Oui, c'est fragmenté, c'est voilà. très opportuniste selon ce que je peux faire, quoi. Exactement, et en fait, c'est là où il y a un truc très intéressant avec le streaming audio, c'est qu'on n'est pas captif, c'est-à-dire qu'on s'intègre à la vie des gens. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'est pas en train de voler du temps aux gens, on est là pour enrichir ces moments de commute, de sport, de détente, et du coup, c'est une nécessité d'être disponible sur le maximum de plateformes, justement pour s'intégrer à ces moments de vie. Ouais. Et tu te dis que vous êtes pas dans l'économie de l'attention, t'as pas l'impression d'être d'avoir des concurrents type Netflix, Instagram, etc. Le fait de pouvoir juste écouter et faire autre chose en même temps, ça vous place dans un autre paradigme? Oui, parce que finalement le temps de commute, il est indépendant de nous. Ouais. Il est dans la vie des gens. Les gens faut pas s'arrêter de prendre le métro ou le train pour aller. Mais par contre, on va pouvoir leur apporter un enrichissement de ces moments qui sont pas forcément les plus agréables. Exactement. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la découverte. Tu as commencé un peu à l'évoquer. L'enjeu de la découverte, on le sait. Et je parlais de Netflix et c'est valable. Mais tu l'as dit, effectivement, il y a eu un changement quand même de paradigme. À un moment donné, tu avais tes CD, tes MP3, et puis d'un coup, tu as à disposition l'ensemble des catalogues de musique de la Terre, et effectivement, tu sais savoir ce que tu vas écouter et comment vous faites découvrir des choses. C'est un peu je marquais la question à 5 millions de dollars, 5, 10 ou 1 milliard, parce qu'en même temps, je pense qu'elle est sur les lèvres de tous ces acteurs. Comment est-ce que vous y répondez avec les algorithmes et comment ça influe l'expérience utilisateur? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être pas le quotidien, mais comment tout ça est traité chez vous? Oui, alors en façade, c'est quelque chose qui a l'air très naturel maintenant et très simple. Malgré tout, c'est des challenges techniques et scientifiques qui sont vraiment passionnants. C'est créer des espaces d'organisation de la musique. Comment on organise la musique? Comment on fait des liens entre les chansons, entre les artistes? Sur quels critères? Est-ce qu'on a les informations? Ce qui nous a amené, à faire j'ai envie de dire un état des lieux de notre catalogue, de quel type d'informations on disposait. Alors quand tu dis un type d'information, je vais te poser des questions un peu néophytes, mais est-ce que c'est bien tagué par exemple? C'est ça, les métadonnées? Exactement. Est-ce que c'est bien décrit? Est-ce que le contenu qu'on reçoit est bien décrit? Décrit avec les critères dont on a besoin pour faire de la recommandation. Ouais. On s'est vite aperçu que c'était un chaos total. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de standard international comme on peut en avoir dans la presse. Tu sais, il y a des catégories. Il n'y a pas une norme ISO des genres. Exactement. Il n'y a pas de norme ISO dans la musique. Des genres musicaux, par exemple. Et en plus, il y a un côté très subjectif. Le rock, par exemple, en fonction des générations. Ouais, ça n'a pas du tout le même. Si je demande à mon père si c'est du rock ce que j'écoute, il va me dire non, ça c'est pas du rock. Ouais. Et puis mon fils, on peut lui dire non, ça c'est pas du rock. Enfin bref, il y a une perception personnelle très subjective. Donc et ce qui nous a amené à créer une équipe de recherche et développement pour pouvoir aller chercher de l'information dans le signal audio. Parce que ça ne ment pas entre guillemets, c'est quelque chose qui arrive à nos oreilles, qui va être interprété par notre cerveau, et comment on exploite ça pour organiser les informations et les chansons. Donc ça a été un grand travail de classification, d'organisation de l'information. Basé sur ce que vous entendiez dans le signal. Entre autres. Ça, voilà. Plus les métadatas. Tout à fait. Il y a le signal, il y a les métadonnées, et il y a les données d'usage. On a mixé tout ça pour créer des espaces, des graphes, qui nous permettent d'organiser la musique. Et grâce au log d'écoute, donc tout ce que vous écoutez, on a pu designer des profils d'écoute. Ce qui nous a permis de vous placer dans un espace et de pouvoir vous recommander tout ce qu'il y a autour, pour pouvoir vous faire découvrir des choses qui sont similaires à ce que vous écoutez, mais que vous n'avez pas encore écouté. Ouais. Puis après, on croise différents profils. Il y a combien de profils à peu près? Je sais pas si c'est confidentiel autant qu'il y a de personnes. Autant qu'il y a de personnes. En fait,
En fait, c'est toute la difficulté et c'est comme ça qu'on avance dans la recommandation. Au début, on fait des clusters, c'est-à-dire qu'on fait des groupes de gens et puis petit à petit, avec la technique qui évolue, la puissance de calcul qui évolue, on se rapproche de plus en plus de l'utilisateur propre. D'accord. Et qui se place en fait sur une grande carte, t'as des grands clusters, et puis après tu peux être à mi-chemin entre des clusters avec des pondérations. Donc après, il y a tous ces espaces qui sont définis, puis après il y a les challenges du comment on place une nouvelle musique où on n'a pas d'informations dans cet espace. Et ça, c'est des travaux qui sont en cours, où on va utiliser une partie du signal, on va utiliser des similarités, que ce soit dans l'audio, dans les métadonnées, etc., pour pouvoir placer genrer, et pouvoir faire des découvertes. Et tout ça est très et appartient à Deezer, c'est votre propre cartographie, vos propres clusters. Tout à fait. Et tu le dis d'une manière ultime, ce cluster en fait serait réduit au niveau d'un individu et on pourrait avoir. C'est le but ultime, c'est d'aller jusqu'à l'individu. Après, on n'a pas nécessairement besoin à chaque fois de descendre à l'individu. Non, parce que ça c'est très marginal, j'imagine. Au final, 90% en quelques clusters. Enfin, t'étais très vite dans un truc qui est confortable et qui est assez personnalisé, j'imagine. Exactement, mais on a aussi ce rôle aussi de ne pas enfermer les gens. Ouais. Donc finalement, c'est très bien aussi parfois de se tromper. C'est que ça ouvre des nouveaux chemins, ça donne des nouvelles informations, et on essaye de designer différentes fonctionnalités justement qui vont être soit très confortables ou beaucoup plus larges, des algorithmes qui vont prendre un peu plus de liberté pour justement étendre. C'est la fameuse sérendipité. Voilà. Et comment ça se traduit en termes d'expérience utilisateur? Alors il y a Flow dont tu parlais, qui a été rafraîchi récemment, ce que j'ai cru comprendre. Mais donc par exemple, ce pourcentage de liberté ou de confort, c'est quoi? C'est un curseur que vous avez bougé dans une brique Flow? Comment ça se passe? Alors ça se traduit comment? Dernièrement, on a ajouté des fonctionnalités qui permettent de prendre un peu le contrôle sur cette recommandation en spécifiant le mood ou en spécifiant le genre. Donc ça, c'est déjà aussi donner la main à l'utilisateur. Et puis Flow, au début, c'était un algo, et puis après, c'était 2, et puis après, il y a un algo qui choisit l'algo pour les gens en fonction du temps, enfin, en fonction du temps, enfin, pas en fonction du temps qu'il fait dehors. Ouais, pas de la météo, mais du temps disponible. Voilà. Pour avoir, j'ai envie de dire, il y a des gens qui vont être plutôt mainstream, d'autres qui vont être plutôt indé, et on va essayer d'appliquer des algos qui vont se rapprocher le plus des goûts d'utilisateurs. Et surtout, c'est qu'on teste peut-être 70 algos par an. L'A/B testing en permanence. Sur des échantillons, sur tout le monde, vous avez Bien sûr, sur des échantillons, on teste. De manière anonyme, voilà. On peut très bien être abonné Deezer et se voir proposer un algorithme sans s'en rendre compte. Tout à fait, et justement, tous ces feedbacks nous permettent d'améliorer, de comprendre les besoins des utilisateurs qui évoluent, parce que finalement, c'est pas un univers fini. Non. Les gens, leur goût évolue aussi, et puis un algo qui marchait très bien il y a quelques mois ou il y a un an peut ne ennuyer l'utilisateur. Donc non, pas qu'il soit pas périmé ou pas performant. Il peut être performant pour quelqu'un d'autre. C'est juste en fait nos goûts changent, nos usages changent. Parce que dans la vie, on change de travail, on déménage, on a un enfant. Exactement. Tout et ça du coup, change. On n'écoute pas la même chose au même moment. On n'a plus forcément le même temps disponible. Enfin. Voilà, et donc tout ça, vous le mettez à jour un peu en permanence, en temps réel. Je peux me voir proposer des algorithmes. Alors je dis me proposer des algorithmes, tout ça de manière totalement transparente, etc. Oui. Mais tout ça évolue en permanence selon les data que vous analysez en permanence. Tout à fait. On a une équipe dédiée d'ingénieurs et de data scientists qui travaillent exclusivement sur ces algorithmes pour les faire évoluer. Ça, c'est assez fou quand même. Ouais. C'est en permanence ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un peu d'humain quand même là-dedans Bien sûr. Alors, est-ce que c'est des briques de curation humaine, le choix de la rédaction, ou c'est au sein de ces algorithmes dont on parle dans Flow, une partie, je sais pas, il y a peut-être des grandes briques, Plus belle la vie par exemple, je pense que c'est le nom d'un des briques sur Spotify. Est-ce que c'est la vie est belle, pas Plus belle la vie, c'était le truc de télé. La vie est belle. Est-ce que c'est la même
pour tout le monde et il y a un peu de curation humaine ou comment ça se passe chez vous? Il y a beaucoup de curation humaine. C'est ce qu'on essaye j'ai envie de dire, de trouver le juste équilibre. On a des fonctionnalités qui sont purement algorithmes, basées sur des algorithmes et qui vont répondre à un certain besoin. On va avoir aussi des algorithmes qui vont faire des sélections dans les sélections éditoriales. C'est-à-dire que là, on va être plutôt sur du targeting. C'est de la recommandation humaine et on va raffiner avec un algorithme. Et puis, il y a les playlists et l'offre éditoriale purement humaine, faite par des curators qui sont là pour proposer une ligne qui définissent et qui sont totalement indépendants. Voilà, on essaye d'offrir pas les trois parce qu'on se rend bien compte que les gens ont besoin d'une seule feature, mais d'un panel de choix en fonction de leurs humeurs, de leurs besoins, de leurs envies. Des fois, on va se sentir un peu aventureux, donc on va prendre le temps d'explorer et de se perdre un petit peu à la fois dans des recommandations humaines ou algorithmes, et puis des fois où on n'a pas le temps, j'ai envie d'écouter de la musique que j'aime. Ça va être en un clic, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc on va essayer de mixer et d'équilibrer. Et là, aujourd'hui, vous pensez avoir un produit abouti? Je pense que ça n'a pas de sens parce que, comme tu l'as dit, ça évolue tout le temps, mais ça fonctionne. Et d'ailleurs, je sais pas quel est le KPI qui permet de dire qu'est-ce que vous suivez au quotidien qui vous permet de dire que votre travail de recommandation, d'algorithme est bon? Eh ben, ça dépend la fonction qu'on souhaite offrir à l'utilisateur. Typiquement, si c'est ce qu'on appelle du lean back, c'est de la musique que je vais mettre en fond, on va regarder plutôt des critères de temps. Combien de temps est-ce qu'on arrive à augmenter les sessions de temps? Si on va plutôt vouloir offrir des fonctionnalités de découverte, on va regarder non pas le temps, mais plutôt la mise en favori. Est-ce que finalement j'étais assez pertinent, pour que l'utilisateur se dise je le garde et je l'écouterai plus tard. Et puis après, on peut regarder dans les datas, voir est-ce qu'il a bien été écouté ou pas. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'objectif de la fonctionnalité et du service qu'on veut offrir, sachant que il n'y a pas des utilisateurs qui font 100% de la découverte, il n'y a pas d'utilisateurs qui font 100% du lean back, c'est toujours un mix, des proportions, des gens qui sont plutôt aventureux, d'autres non. En fonction de l'âge, on pourrait en parler aussi. À partir d'un certain âge, on est moins appétant à la découverte et on tourne un peu plus sur notre librairie. Alors je l'ai plus du tout et j'y ai pas pensé en préparant l'épisode, mais je crois que j'avais lu il y a quelques années une stat que j'ai évidemment oubliée, c'est un peu dommage, mais qui disait grosso modo à partir d'un certain âge on ne réécoutait plus. Enfin, on écoutait dans sa vie de la musique qu'on avait découvert entre genre 13 ans et 20 ans. C'est-à-dire qu'après on ne changeait quasiment plus. Oui, c'est quelque chose qui est toujours présent, même si je pense que les plateformes de streaming font qu'on repousse un petit peu cet âge. Ouais. Mais je pense que c'est lié aussi à des phases de vie. Et quand on devient parent, typiquement, on n'a plus trop le temps à consacrer à la découverte, à la musique. On tourne un petit peu avec sa librairie. Et puis, on a un peu cette comment dire, cette volonté de transmission, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et je pense que c'est ça aussi qui met les gens dans une disposition. Ça veut pas dire qu'ils écoutent plus du tout, hein. Faut pas. Non, mais pas exagérer le trait, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de découvertes. Et puis il y a des phases. Alors là, c'est un truc très anecdote perso, mais depuis que j'ai ma fille notamment, Eleonore, qui écoute beaucoup de musique, qui m'a totalement flingué mes algorithmes mais en fait, avant qu'elle écoute d'elle-même découvre des trucs, je pense que j'écoutais la même musique depuis quasiment mes 15 ans, et là depuis qu'elle a repris la main, ça a complètement fait exploser le nombre de choses que j'écoute, parce qu'elle écoute de la K-pop, des choses totalement délirantes, des choses que j'écouterais même pas, etc. Ce qui est rigolo, et là je revenais un peu sur le truc d'âge. Je pense que dans la vie, il y a quand même des moments comme ça, des phases, tu vois, de découverte que t'as au collège, lycée. Et donc là, avec les enfants qui te font réexploser le nombre de titres, pour le coup, sur le terme de découverte, mon profil, il a dû faire un truc un peu chelou dans les stats. Tu vois. Ouais, totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé il y a quelques temps l'offre famille, parce que le streaming s'est intégré dans la vie des gens. Et puis cette fameuse
complainte qu'on avait avec Flo. Ouais, c'est sympa, mais petit ours brun dans mon dos. Ouais, non, mais voilà, ça c'est. J'en ai un peu marre. Donc de pouvoir, j'ai envie de dire, séparer et de compartimenter les usages. Ça marche bien. Ouais, Ouais, c'est important. Pour c'est garder important. ces algorithmes propres. Oui, et puis surtout, on arrive à une époque où les gens savent, je veux dire, influencer l'algorithme. Se dire, si je mets en favori, je sais que je vais avoir... On arrive il y a une espèce de conscience d'action totalement. qui vont enrichir leur algorithme perso. Tu parlais des jours dans le document tu m'as partagé et justement on en discutait avec Sofian Fanen, cette génération qui cultive cet algorithme, qui est consciente que si je mets en favori, si j'écoute complètement la track, etc., ça n'aura pas le même impact sur la recommandation, et certains passionnés qui vont venir raffiner et s'occuper de tout ça. C'est marrant ça, le terme raffiné, un peu comme tu peux cultiver ou je sais pas comment dire aux petits oignons ton algorithme pour le rendre plus performant. Et c'est intéressant cette notion-là parce que on peut pas visualiser un algorithme, mais comment est-ce que tu pourrais avoir une espèce de propriété de ton algorithme de recommandation? Alors, bon, on dérive un peu en termes de sujet, mais tu vois, c'est... si on veut le visualiser, j'ai envie de dire, une image qu'on peut tous se faire, c'est une galaxie. Les galaxies, les fameuses étoiles qui sont dans un environnement 3D et qui sont placées. Il y en a qui sont plus ou moins proches. Il y a des amas, il y a des outliers, des choses qui sont un peu en périphérie. Ça permet déjà de visualiser l'espace et puis après, c'est de se placer dans cet espace et de pouvoir naviguer en fait dans cet espace. Mais ça, on peut pas le visualiser. Vous pouvez le visualiser? On le visualise, oui, c'est ce qu'on appelle, et j'espère que je ne vexerai aucun scientifique, mais la discrétisation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres, des vecteurs, des embeddings, c'est-à-dire la description de la musique qu'on va réduire sur un espace en 3 dimensions, et pour pouvoir le visualiser, en fait. Ok. Ça, ce serait sympa. Alors, non, c'est totalement accessoire. Je disais que ce serait sympa de le voir, mais c'est plus gadget, mais ça pourrait être... Tu sais, à la manière de ce que fait Spotify qui t'envoie un mail récap, toujours un peu sympa, le wrap-up de l'année. Pouvoir voir sa propre galaxie, ça pourrait être un peu sympa. On le fait aussi, et on le fait aussi tous les mois maintenant. Ah, mais ça, c'est cool. On envoie un mail en disant, voilà, t'as écouté tant de temps, t'as passé tant de temps, Il y a toujours un concours en plus tu vois, entre ma femme et moi, par exemple, qui me montre qu'il écoute 10 fois plus de musique que moi, etc. Donc, c'est un côté, on aime bien un peu comparer l'humain. C'est la partie un peu gamification de tout ça. Et puis maintenant, avec une ère où la data est très présente, de connaître en détail ses propres usages, c'est quelque chose qui est important. Qui est en tout cas, qui est demandé. Il y a une vraie appétence pour ça, c'est clair. On en parlait, Deezer, c'est un service mondial. Oui. Je ne sais pas dans combien de pays vous êtes officiellement disponible. Officiellement, 182 territoires. Après, on a quand même des pays principaux, la France, un pays historique, l'Europe et l'Allemagne notamment. On a des gros partenariats avec RTL, l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, où on a aussi de gros partenariats. Ce sont un peu nos marchés principaux. Après, on est un des services qui a été le plus ouvert mondialement. Donc vous êtes d'où le fait que vous êtes présent et vous n'êtes pas localisé dans le sens traduit, localisé dans chacun de ces pays. Est-ce qu'il y a eu des initiatives pour bien localiser la plateforme dans certains pays où les attentes peuvent être un peu particulières? Moi qui ai 16 ans d'historique, il y a eu la phase du départ où on était traduit dans, je me souviens même plus le nombre de langues, mais c'était gigantesque. Vraiment gigantesque, où on a rationalisé un petit peu avec les langues principales et les plus utilisées. Maintenant, on s'appuie aussi sur notre savoir-faire algorithmique pour localiser et justement pour pouvoir gérer des pays où il va pas y avoir forcément beaucoup d'attention ou d'éditorialisation, ce qui nous permet d'offrir un service tout à fait convenable et assez localisé pour
pertinent. Pour être pertinent. Exactement. Et que la personne ait envie de se... Et puis, il y a un effet d'entraînement une fois qu'il commence à avoir de l'usage. L'usage raffine les algos et les algos prennent le relais. Et puis après, on décide ou non de développer éditorialement le pays ou la communauté, exactement. etc. Quoi. Ouais, c'est clair. Et, oui, il y a la notion de pays, mais il y a aussi la notion de genre émergent. Tu en parlais de K-pop notamment. Ouais. Je pense que c'est transfrontière, dans le sens où c'est un nouveau genre, c'est une espèce de communauté. Et pour vous, c'est aussi important qu'un pays en termes de Totalement. Mais c'est une volonté politique de la Corée du Sud de développer, d'exporter. C'est ce que j'expliquais justement à ma fille, qu'il y avait derrière des enjeux politiques. Exactement. Et c'est hyper intéressant, mais voir que ça a bien pris et c'est génial aussi de pouvoir avoir accès à des nouveaux artistes qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a 10-15 ans. Ouais. Ah non, c'est clair. Et qui cartonnent aujourd'hui. Et qui cartonnent aujourd'hui. C'est juste tant mieux. Et il y en a d'autres qui émergent. On va parler tout à l'heure justement d'autres types de musique qui émergent. Et juste une dernière question pour clôturer sur la data, c'est la rétention, hein. Dans les médias notamment, le churn, c'est quelque chose d'important. Vous êtes dans ce business-là. Est-ce que tout ce que tu fais là avec tes équipes d'algorithmes, de recommandations, est-ce que vous suivez, est-ce que c'est un impact sur la rétention? Bien sûr, c'est un des critères majeurs, conversion, rétention, comme tout service d'abonnement. C'est quelque chose qu'on regarde et on essaye de trouver aussi un chemin de cause-effet, parce que c'est pas forcément évident de dire si je mets tel type d'algorithme, est-ce que ça va impacter ma rétention ou augmenter ma conversion. C'est pas aussi direct que ça, mais oui, c'est des choses qu'on suit et qu'on monitore. Et donc là, tu travailles avec les équipes business là-dessus. Oui. Bah, c'est quelque chose qu'on a... Ils te demandent de la data, ils te demandent quoi? J'étais au cœur de ce sujet-là ces dernières années en tant que Chief Data Officer, où justement de comprendre le churn, c'est quoi le mécanisme du churn? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'en va? Alors, Aurélien, qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'en va? Eh ben, c'est très compliqué. Mais quelles sont les métriques qui vont nous donner des indications sur un désengagement? Il y en a une qui est très très simple, c'est la reconnexion. Voilà, si personne ne se connecte plus, tu te dis, il y a un souci. Si quelqu'un ne se connecte plus et qu'il est abonné, on est déjà dans une zone où l'abonnement peut être mis en question. Donc c'est ce genre de signaux qu'on va essayer d'étudier et à contrario aussi quelles sont les choses qui vont aider à la rétention ou à la conversion. Typiquement le fait de collectionner et de commencer à se construire sa propre librairie, c'est des signaux qui peuvent nous indiquer que c'est plutôt intéressant. Un peu de maturité et que qui commence à être engagé sur le produit. Donc voilà, c'est des métriques et j'utilise bien le mot métrique qu'on suit pour justement piloter ces KPI qui sont des métriques importantes comme le churn ou la conversion. D'accord. Ok, très clair. Donc effectivement, tout ça est suivi évidemment de très près et tout ce que vous faites peut avoir un impact. Tout à fait, et on essaye aussi de mettre à disposition les outils qu'on utilise pour le produit, et notamment pour le listening time et ce genre de choses, pour l'engagement dans le produit, à disposition du business. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire de la segmentation? Est-ce qu'on est capable de faire du clustering? Est-ce qu'on est capable de faire du targeting d'offres, ce genre de choses? Donc c'est un autre domaine, mais tout aussi intéressant. Et puis vital pour le business. Hein. Exactement. Évidemment. J'ai vu donc en préparant l'épisode pendant on va changer de sujet, parler de fraude et d'IA. Je parlais de nouvelle musique tout à l'heure. Donc vous avez pendant l'été, donc c'était en juin, communiqué sur un algorithme de détection, donc que vous avez développé in-house pour détecter les musiques générées par de l'IA. Donc des espèces de copycat qui polluent les streams. Est-ce que tu peux nous en dire plus et c'est quel ordre de grandeur qui est nécessité que vous développiez un algorithme et communiquiez dessus? Alors je vais démystifier tout de suite. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on développe ces outils. En fait, c'est déjà notre premier objectif de pouvoir quantifier. Ce qu'on voit depuis à peu près 2018-2019, c'est une augmentation du catalogue. Mais ça, c'est lié, peut-être pas forcément lié aux IA, c'est lié au fait à la simplicité. En fait, aujourd'hui, je crée un morceau, je peux vous l'envoyer limite. Enfin, je sais pas d'ailleurs techniquement.
Qu'est-ce Oui, qu'il faut c'est- pour être publié sur Deezer? Oh, il y a plein de services qui fournissent cet outil et ces abonnements pour pouvoir être publié sur les services de streaming en un clic. Et j'ai discuté avec quelques artistes il y a 15 ans et c'était compliqué de se faire signer, etc. Maintenant, c'est compliqué de se faire connaître. Il y a Ouais, tellement de monde ouais. sur le... Il y a la difficulté, un peu, c'est Exactement. déporté, c'est déporté. Mais- Donc le phénomène que nous on a observé, c'est l'élargissement quasi exponentiel du catalogue. Pour donner un ordre de grandeur, on est quasiment à 200 millions de fichiers hébergés chez Deezer. Ouais. Et là, je parle que d'une seule version. Enfin, donc nous, on a vu l'accroissement de ce catalogue. On a commencé à regarder ce qui se passait. Donc, il y a plein de phénomènes différents. Et un qui vient contribuer, qu'on essaye de quantifier et de maîtriser, c'est l'arrivée des IA génératives qui, en quelques clics, nous permettent de générer de la musique. Maintenant, dire que c'est un problème, on n'en est même pas encore à ce niveau. On essaye surtout de monitorer et de mesurer et de quantifier. Et ça, on travaille avec les labels et notamment, nous, notre enjeu principal, c'est de garantir que les règles sont faires pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire typiquement que la voix d'un artiste soit pas utilisée sur une œuvre dont il n'a pas donné son accord. Donc c'est ce genre d'outil qu'on va de droit d'auteur, de copyright. Exactement. Donc nous on va plutôt se concentrer sur le développement de ce type d'outils pour pouvoir justement travailler de pair avec l'industrie pour pouvoir monitorer et garantir à tout le monde que Deezer c'est safe place, ouais, j'ai envie de dire. Pour les artistes. Exactement, et on en fera peut-être le lien avec la fraude, mais c'est la même chose. Ouais. Si on investit sur ces outils de détection de fraude, parce que ça va de pair, c'est pour garantir que Deezer, les règles sont équitables et sont faires pour tout le monde. Oui, c'est pas le Far West, quoi, en tout cas. Exactement. Aujourd'hui, le modèle économique, c'est le market share. Donc, c'est-à-dire, le volume de stream va représenter un pourcentage de rémunération. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Nous, on collecte les abonnements qu'on va après répartir sur l'ensemble des acteurs. Ouais. Donc, faire de la fraude ou essayer d'aller grappiller des streams, c'est de voler une part à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc nous, on a cet enjeu de garantir que ces règles sont bien respectées. Pour bien comprendre, je te laisse boire. Je sais pas si tu as la réponse, mais sur le modèle économique, donc comme tu l'as dit, c'est un partage de revenus. Donc il y a un abonnement fois le nombre d'abonnés, et c'est dans cet abonnement il y a une part fixe qui est distribuée entre l'ensemble des artistes que l'utilisateur a écouté. Pas des artistes, des labels avec qui on a passé des accords qui eux vont répartir derrière. D'accord. Mais c'est toujours le même volume. C'est-à-dire que c'est la part de marché. Sur 10 € d'abonnement, il y a 8 € qui vont être reversés. Et plus l'utilisateur écoute de musique, moins on va toucher proportionnellement les labels. C'est ça la règle. Donc vous avez aucun risque à ce que une personne écoute plus ou moins. Non, ça change rien. Ça change si ce n'est que si elle écoute moins, elle risque de se désabonner. Mais c'est le sujet. Nous, on va se préoccuper de son engagement global. Après, que ce soit un stream ou un autre, c'est pas ce qui nous importe le plus dans le sens où ça ne change économiquement rien pour nous. Ouais. Mais c'est déjà un sujet qu'on porte depuis quelques années avec l'UCPS, donc l'User Payment Centric System. Donc comment en fait, au lieu de faire un pot commun et de répartir tout l'argent des abonnements au market share, on le fait au niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous le faites au niveau de l'utilisateur, quoi. On voudrait le faire, mais on peut pas le faire sans l'accord du marché. Mais c'est ce pourquoi on milite depuis quelques années, de se dire maintenant on a assez de data pour voir que le modèle économique du market share arrive en fin de vie. J'ai envie de le dire de cette manière-là. C'est pas un mauvais modèle, mais maintenant on a assez d'informations pour savoir qu'on peut faire mieux. Donc on a essayé de travailler sur de nouveaux modèles économiques comme l'UCPS. Qui serait plus juste en fait, qui reflèterait plus... déjà, il serait très transparent. C'est-à-dire que si j'écoute tel artiste,
l'argent de mon abonnement, il va à tel artiste. Directement. Directement. Il n'y a pas un truc flou derrière de redistribution. Parce qu'aujourd'hui, sur la plupart des sites de streaming, quand on écoute un tout petit artiste, il y a de fortes chances que l'argent de votre abonnement aille à un autre artiste. Donc, par le jeu des règles globales. Par le jeu du pot commun et après séparation de ce pot commun. Et je pense qu'on a aujourd'hui assez de recul vis-à-vis assez de données aussi pour se dire qu'on peut ajuster, qu'on a les moyens techniques de le faire. Maintenant, faut convaincre parce que ce serait défavorable forcément aux gros. Les gros, tout intérêt à rester dans ce système actuel, non? Il y a surtout sur des genres, ça va impacter en fait ce qui est surtout écouté par les jeunes parce que ils génèrent énormément de volume et que là ça va redistribuer une partie à des genres un peu plus niches. D'accord. Et c'est ce que nous on aime bien dans cette idée aussi, c'est que finalement c'est complètement transparent. Après, ça veut pas dire que c'est le système parfait. Je pense qu'on peut tous travailler ensemble à trouver encore la prochaine étape, et c'est ce qu'on fait notamment dernièrement avec Universal. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais on essaye de travailler et de voir justement comment on pourrait trouver un nouveau modèle. D'accord. Et ça, c'est une discussion au niveau mondial, tout le monde, tous les autres acteurs à vos côtés, alors Apple, c'est peut-être compliqué, vous leur parlez pas, Spotify, etc. Tous les acteurs, vous aimeriez aller vers ce système plus transparent. C'est un grand jeu de poker. Comme tout business, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Apple a certains intérêts, Spotify en a d'autres, nous on en a. Là, j'ai envie de dire, on a envie de travailler pour Deezer et l'industrie, de se dire, on a les données, on a la plateforme, on est maître de notre destin ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger tout ça? Voilà. C'est là aujourd'hui, c'est la discussion. C'est ça votre réalité, quoi. Donc, que ce soit au niveau mondial, qu'on expérimente dans un ou deux pays avant, parce que on a le droit aussi d'émettre des doutes et de vouloir tester. C'est tout ça, c'est le jeu des discussions qu'on a en ce moment. Ok. Je reviens un peu en arrière, j'ai fait une digression, mais bon, ça m'arrive souvent sur le système de détection anti-fraude. Comment est-ce que techniquement on peut détecter ça? Comment on détecte une musique générée par IA? Comment on détecte une voix qui est pas autorisée? Alors, il y a plein de cas de figure différents dans la fraude. Il y a j'ai envie de dire, la fraude très simple du je laisse tourner mon ordi sur un stream en boucle. Et là, je vais essayer de générer artificiellement des écoutes. D'accord. Donc là, c'est vraiment la fraude un peu commerciale. Voilà. Et d'ailleurs, pardon, j'avais lu, il y a eu des scandales un peu de fraude parce qu'on peut commander, on peut faire du stream artificiel. Je commande 1 million d'écoutes. Alors 1 million c'est peut-être beaucoup, mais des millions d'écoutes. Alors je sais pas où on trouve ça sur des marketplaces pour faire exploser un artiste. Et comme tu l'as dit, c'est des usines d'ordi qui tournent en permanence. Comme les click farm. Hein, comme exactement les fermes à clics à l'époque, c'est le même principe, quoi. C'est le même principe. On achète des écoutes. On achète des écoutes et nous on est là justement pour monitorer tout ça parce qu'on arrive à détecter des patterns, on arrive à avoir ça. Je vais pas détailler les critères qu'on utilise, mais parce que c'est un peu secret. C'est une course sans fin. Hein. C'est un peu comme dans la sécurité informatique. On met un code, il y a quelqu'un pour le casser, on recrée un autre système pour le protéger, et puis il y a encore quelqu'un pour le casser. C'est une course sans fin, mais c'est j'ai envie de dire, notre objectif, c'est justement d'avoir les systèmes les plus sophistiqués où on se base encore sur de la data science, du machine learning pour détecter des choses que des humains ne pourraient pas voir. Puis derrière, il y a une analyse, j'ai envie de dire, humaine on a un certain nombre de critères qui vont nous ramener du monitoring et puis on va aller approfondir pour voir et essayer de se dire si c'est un comportement de fraude ou pas. Donc il y a toute une équipe qui est dédiée à ça. Parce que c'est notre rôle de garantir que, comme je le disais, que les règles sont faites et respectées. Donc après, en termes de comportement de fraude, il y a vraiment de tout.
Alors je pourrais en citer quelques-uns. Il y a donc le truc très basique de générer des streams, mais il y a aussi le générer des favoris, de générer de la recherche pour être dans les top recherches, de mettre en favori d'utilisateurs, c'est-à-dire j'achète des comptes hackés, je ne fais pas de stream, mais je mets l'album dans ces utilisateurs-là, comme ça l'algorithme de recommande. Ouais, enfin, pour très tromper l'algorithme. C'est très sophistiqué voilà. quelque part, mais voilà, donc tout l'enjeu. Ouais, pardon, continue un peu la liste. Donc il y a tout ça, et puis après il y a qu'est-ce qui permet la fraude, c'est-à-dire qu'il faut de la matière. Derrière. Si je génère une musique avec une IA ou même peu importe, que je peux acheter aussi sur Internet des royalty free music et que je le livre et que je le repackage, je vais vouloir générer des streams et tout ça, on essaye de le détecter. Ouais. Donc on va avoir des systèmes par exemple de fingerprint, donc des empreintes audio et finalement si on nous relivre la même chanson avec des métadonnées différents, bah on sait que c'est la même chanson. Ouais. Et puis plus le cluster de chansons va grossir, plus on va se dire il y a quelque chose derrière. Un truc louche. Donc voilà, il y a plein de manières de frauder et nous on a plein d'outils pour détecter ces choses-là. D'accord, c'est effectivement intéressant et donc on en parlait, mais je recommande une série sur le site Les Jours, sur le business de du streaming, qui dont tu parlais et qui est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un peu comprendre ce système de fraude, et on sait ce que ça représente. Pareil, au-delà des musiques générées par IA, le nombre de fraudes, c'est important ou c'est anecdotique mais suffisamment inquiétant pour que vous vous en occupiez? D'un point de vue de la plateforme, c'est toujours trop, mais plus nos outils sont précis, plus on arrive à quantifier, et oui, c'est assez important pour qu'on s'en occupe, qu'on ait une équipe dédiée, et qu'on s'équipe et qu'on porte ce sujet. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser que Deezer fait partie des plateformes assez pionnières sur ces outils de détection. Pendant longtemps, on a été et on est toujours une des plateformes qui détecte le mieux les comportements de fraude. Les fraudes, ce qui est bien de souligner effectivement, parce que comme tu l'as dit, moi c'est important que tout le monde joue avec les mêmes règles et que ce soit fair, notamment pour les petits, parce que c'est encore plus compliqué pour eux d'émerger. On parlait un peu d'IA générative, alors c'est assez récent avec l'explosion de ChatGPT en fin d'année dernière. Est-ce qu'il y a des opportunités et menaces pour l'IA générative? Alors, par l'IA générative pour votre business? Pour Deezer, on n'a pas ce rôle de dire c'est bien, c'est pas bien. Pour nous, ça fait partie de l'évolution et on pourrait avoir la même discussion sur la musique électronique dans l'émergence dans les années 80, etc. Je pense que ça peut être un très bel instrument, un très bel outil pour les artistes. Ça peut donner place. Donc on n'est pas trop là pour juger si c'est bien ou pas bien. Maintenant, ça existe. On doit se saisir du sujet. On doit travailler avec l'industrie pour aussi les accompagner. Nous, c'est quelque chose qui, côté recherche, on observe depuis déjà quelques années. Et notamment, moi je me suis intéressé il y a déjà 3 ans au voice cloning, donc la capacité de copier les voix, qui m'a passionné. J'ai trouvé ça une innovation assez intéressante où j'ai bien vu que ça allait changer quelque chose pour l'industrie et pour nous. Positivement et probablement aussi avec son pendant négatif. Donc on a entré en contact avec les acteurs qui se chargeaient du voice cloning pour comprendre et aujourd'hui on travaille sur des sujets comme des bases de signature de voix pour pouvoir justement dire cette voix ressemble très fortement à celle-ci. Donc il y a de suspicion, en tout cas pour intégrer ça dans vos algorithmes, algorithmes, en tout cas des algorithmes de détection, en disant donc il y a beaucoup probabilité que ce soit pas un original, un humain, ou que ce soit copié. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'opportunités et il y a son pendant, il y a beaucoup de menaces aussi et nous on essaye de se mettre au milieu et de pouvoir accompagner l'industrie sur ces sujets. Ouais, ça va être intéressant parce que qu'est-ce qui fait qu'une voix
Qu'est-ce qui fait en fait une voix, tu vois, c'est très compliqué. Deux humains peuvent avoir quasiment les exactement, mêmes voix. Et l'imitation. Ouais. Enfin, il y a des sujets aussi juridiques qui vont devoir être tranchés, mais je pense que c'est du même ordre que le plagiat. À quel moment on considère que c'est une copie, à quel moment on considère que c'est une œuvre originale. Je pense que sur des attributs de voix, comment on peut prouver que c'est la voix de quelqu'un? Est-ce qu'on arrive à avoir des signaux particuliers qui un jour nous permettront de dire ça c'est sûr à 100% que c'est la voix de telle ou telle personne? Ça arrivera peut-être, et même sûrement. Aujourd'hui, on n'en est pas là et on est surtout sur du monitoring. Et voilà. Bon, écoute, en tout cas, vous êtes sur le sujet, vous regardez et on verra comment. On est en train de monter un certain nombre de projets avec l'industrie notamment pour se saisir de ces sujets. Bon, écoute, on suivra ça. Oui. Perspective maintenant, c'est pour un peu conclure l'épisode. C'est quoi vos prochains défis que tu imagines, parce que tu disais, ça fait déjà 16 ans, tu vas peut-être en repasser autant, à 5 ans, 10 ans, est-ce que tu sais quoi les prochains grands défis? Alors, d'un point de vue purement business, c'est d'arriver à la profitabilité, parce que c'est, j'ai envie de dire, l'avenir de chaque société, et notamment par essence. Voilà, par essence, quand on crée une société, c'est quelque chose qui devient essentiel. Donc ça, c'est pour une partie un peu business, c'est de continuer de développer notre ADN B2B, les fameuses expériences, d'en offrir toujours plus et d'aller toujours plus loin, de s'intégrer aussi à tous ces partenaires, enfin de continuer l'évolution de l'écosystème de musique. Et puis d'un point de vue, j'ai envie de dire, purement personnel dans l'entreprise, c'est de continuer à développer les nouvelles technologies, de suivre tous les impacts que l'IA va pouvoir amener dans cette industrie, accompagner l'industrie, développer les outils, continuer à développer des algorithmes pour aller vous faire découvrir la prochaine pépite, celle qui vous touchera profondément. Voilà, c'est Et ça, il va y avoir des choses, on l'imagine, qui peuvent être assez folles là-dessus, quoi. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, capable de reconstituer une musique à partir des ondes cérébrales. Oui. Je crois que c'était un titre des Pink Floyd, ce qui laisse ouvrir de grandes perspectives sur de nouveaux facteurs qui vont pouvoir rentrer en ligne de compte dans la recommandation et ce genre de choses. Mais tout ça, c'est l'avenir qui nous le dira. À suivre. Dernière question, Aurélien, est-ce que tu as un truc cool à nous conseiller, à nous partager, que peut-être tu as vu pendant l'été? Oui, j'aime beaucoup les podcasts et je suis tombé sur les podcasts d'Albert Moukébert, qui est un docteur en neurosciences et qui est psychologue clinicien, qui parle un petit peu des processus de décision, du fonctionnement du cerveau, comment on interprète notre quotidien et voilà, c'était passionnant. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais c'est vraiment passionnant. Et est-ce qu'on peut écouter ces podcasts sur Deezer? Oui, bien sûr, on peut écouter sur Deezer. Je mettrai les liens vers Deezer et uniquement vers Deezer. C'est gentil. Dans les notes de l'épisode. Et pour information, il était passé aussi chez Mathieu, mon associé Mathieu Stéphanie, sur du Génération Do It Yourself, qui peut être une bonne introduction pour découvrir le personnage d'Albert Moukébert. Aurélien, merci pour ton temps. Merci à vous. C'était hyper intéressant parce que, d'ouvrir un peu le capot, de voir ce qu'il y a, puis de voir un peu tous les enjeux. C'est pas juste des fichiers mis à disposition qu'on stream, quoi. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pourquoi tu y as passé 16 ans, notamment. Merci pour ton temps. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé aussi passionnant que moi. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.